Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente une de mes toutes dernières acquisitions. Il s'agit encore une fois d'un lecteur VHS. Ces temps-ci, je passe beaucoup de lecteurs VHS parce que j'ai maintenant un C-Tite que je vous ai montré, qui est lui, c'est un Toshiba, magnifique lecteur. J'ai 3 lecteurs en surplus 4 têtes Hi-Fi stéréo. D'ailleurs, ce sont des modèles relativement bien construits, donc ils devraient durer eux-mêmes assez longtemps. Et j'ai 2 lecteurs cassettes de base des années 80. Comme je vous avais montré, le JVC et le General Electric. Ces 2 lecteurs-là sont des lecteurs de base qu'on retrouvait dans le début des années 80. Celui-ci vient de la fin des années 80. Il est un peu mieux fourni. Et aussi, il a le format HQ qui est haute qualité. Tandis que mes 2 autres des années 80 n'ont pas le logo HQ. Donc, ils sont théoriquement à l'ancienne norme de la qualité d'image pour les VHS. Donc, celui-ci a une magnifique qualité d'image. J'ai même pas encore nettoyé les têtes, mais on va commencer par vous le présenter. Donc, ce lecteur a une façade avant magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous pouvez voir le style que ça lui donne. Si je le mets de billet, hop, vous pouvez voir le style que ça lui donne. C'est magnifique. Avec ici la plaque avant, qui est maintenue par des aimants, qui se descend et qui révèle tous les boutons. On n'a même pas besoin de manette pour utiliser ce lecteur. Malheureusement, j'ai pas eu la manette avec celui-ci. J'aurais quand même bien aimé, mais puisque tous les boutons sont sur le lecteur, ça dérange moins. Donc, ce lecteur possède un synthoniseur numérique. Donc, pas besoin d'ajuster les petites roulettes sur le dessus pour placer à 13 postes. Non, cette fois-ci, on a un vrai câbleau sélecteur dans le lecteur VHS. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Je vais vous avancer. Attention, ça va bouger. Hop. Donc, si je... Hop. J'essaie d'incliner un peu mes choses. Est-ce que ça va tenir? Ça a l'air de faire des choses, donc. Hop. Voilà. On va commencer par ce coin-là. Donc, on a ici le bouton éjecte, le bouton power qui a une diode. On a ici ensuite l'endroit où on insère les VHS. Et à l'intérieur, on a un morceau en plastique qui s'élève quand on met la VHS, qui nous empêche d'ouvrir la porte, comme le JVC que j'ai. Pour les boutons ici, on a bien entendu rembobinage, picture search, play, avance rapide avec encore une fois le picture search. On a ici le pause qui fonctionne avec play pour faire avancer image par image. D'ailleurs, cette machine a un pause magnifique. C'est le lecteur VHS qui a le pause le plus stable et le plus clair que j'ai jamais vu. Là-dessus, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, le ralenti est à peu près la même chose. Le ralenti et le pause sont magnifiques et je vous montrerai. On a le bouton stop, bien entendu. Le ralenti. On va tourner un petit peu. Voilà. Hop. On a ici le bouton TV VCR, Record, TV Style. Ça, c'est une option vraiment magnifique. Ça permet de faire de mettre tout ce qu'il y a à l'écran en pause. Que ce soit une VHS ou l'entrée télé ou n'importe quoi d'autre. Le VHS prend comme une capture d'écran de ce qui est affiché, puis il le laisse à l'écran, alors qu'en arrière-plan, vous entendez le son. Par exemple, si on fait ça sur une VHS, l'image va arrêter, mais la VHS continue d'avancer. C'est pas une pause, c'est vraiment un arrêt, une capture d'écran de l'image, alors que le truc continue en arrière. Je sais vraiment pas comment est-ce qu'ils font ça. Je sais pas s'il y a un gros... il y a une sorte
d'assemblage de puces analogiques ou numériques. Si ce serait analogique, ce serait vraiment très complexe d'avoir une capture d'écran de cette façon-là. Si on a une puce numérique qui prend une image, franchement, bravo. Franchement, si c'est vrai que c'est lecteur tout à fait numérique, bravo, vraiment. Si l'image est traitée numériquement, j'ai jamais vu ça sur un lecteur VHS, puis je m'attendais pas du tout à voir ça sur un lecteur de 1987. Ensuite, si on continue, hop, on peut voir, on a la panoplie de boutons habituels pour placer l'heure et programmer les enregistrements. Ici, on a le bouton EP et SP, pour un bouton pour placer l'horloge, pour mettre à 0. Ici, on peut choisir le type de câble sélecteur. Donc, on a le choix entre TV normal, standard, HRC, IRC et 4TV. Donc, c'est vraiment un câble sélecteur très compatible. On peut voir ici, on a le tracking. Donc, ça aussi, ça fonctionne extrêmement bien. Aucun problème avec ça. On a ici un bouton pour mettre la netteté de l'image. Ça aussi, c'est vraiment très bien. Je ne m'attendais pas à voir ça sur ce lecteur-là non plus. Et c'est pas mal tout ce qu'il y a pour ici. On referme le clapet, voilà, qui remonte encore un magnifique design de ce lecteur. Ici, j'ai oublié deux choses. On a un bouton qui s'appelle OSP. Ça, c'est pour On-Screen Picture, je crois, je sais pas ça. Mais en gros, ça affiche le compteur. Si vous appuyez, ça va afficher l'heure. Si vous appuyez encore, ça va afficher les programmes programmés pour enregistrement. On a le bouton CFM, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça doit être pour programmer en fait le... Ah d'accord, ok. Donc le bouton CFM, c'est pour programmer les enregistrements. Donc si je referme, vous pouvez voir ici, on a un bouton qui est assez étrange, qui nous permet d'avoir la haute qualité plus le WPF. Je sais pas c'est quoi le WDF. On a une option pour Edit. Ça, je sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être pour faire de l'édition vidéo. Parce que bon, ce lecteur-là a une qualité d'image magnifique, ok. J'ai même pas nettoyé les têtes, puis j'ai vu que les têtes étaient sales, puis la qualité d'image est presque irréprochable. Donc, ce lecteur-là était vraiment pas un lecteur de pauvre en 1987. Il fallait que vous ayez de l'argent pour vous payer ce lecteur. Et on a le bouton HQ qui permet d'afficher la norme HQ assez standard. Comparativement aux autres modes, le mode HQ standard est un peu plus flou. Les noirs sont un peu moins profonds. Quand on va en edit, là c'est un peu plus profond, mais la netteté est un peu trop élevée, donc on voit peut-être un peu trop les parasites. Et avec le HQ plus WBF, on a à peu près le mode edit, mais avec une netteté un peu moins grande, donc l'image a l'air d'avoir un peu moins de parasites, tout en restant quand même assez net comparativement au HQ standard. Donc, on a aussi un bouton pour mettre le compteur à 0 et un bouton pour quand le lecteur rembobine, il arrête à 0. Donc, c'était tout pour la façade ici avant. Donc, ici, vous pouvez voir sur le côté, vous pouvez voir le lecteur est d'un noir lustré, magnifique, c'est lisse, c'est parfait. J'adore le style de ce lecteur-là, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. À l'arrière, hop, on a une sortie, franchement, ça aussi, je m'y attendais pas, mais c'est magnifique. Ça vous permet de brancher un objet dessus jusqu'à 400 watts. Encore une fois, une très bonne fonctionnalité. Pour ceux qui veulent voir le numéro de série, voilà. Ici, on tasse... Non, je vais tasser la caméra, voilà. On a les entrées et sorties vidéo ainsi que le vidéo lock. Donc, ça, je me souviens plus trop à quoi ça sert. Mais ce que je sais, c'est que vu que le lecteur fonctionne, j'ai pas besoin d'y toucher. Donc, c'est déjà ça. S'il y a un problème, je vérifierai à quoi sert ce potentiomètre. En arrière, bon, puisque c'est un lecteur non hi-fi stéréo, on n'a que une sortie audio et une entrée, bien entendu, composite. Ici, vous pouvez voir mon magnifique câble. Regardez l'épaisseur du câble
audio, regardez-moi l'épaisseur du câble vidéo. Ça, c'est un câble composite avec pas un bouclier, mais un blindage. Voilà, un câble vidéo blindé. Donc ça, ces câbles vidéo-là sont généralement portent moins de parasites. Donc ça va me permettre de vous montrer encore mieux la qualité d'image de ce lecteur. Et si on tourne, on a les mal-aimés des temps modernes, soit les connecteurs coaxiaux analogiques et ces trucs-là. Ceux-là sont encore plus détestés. Mais les mal-aimés des temps modernes, donc ça, bien entendu, moi non plus, je les aime pas beaucoup, donc c'est pour ça que j'utilise que le composite. Mais bon, ils sont quand même là, c'est déjà ça pour ceux qui ont des objets qui fonctionnent seulement qu'avec ça. Hein, je pense aux machines Pong des années 70 par exemple. Les machines Pong des années 70, beaucoup ne se branchent que par ces connecteurs-là. Donc si jamais j'acquiers une de ces machines dans le temps, je pourrais la brancher assez facilement sur ce lecteur-là. Pardon. Donc, je vais faire pause, je vais ouvrir le capot et vous montrer l'intérieur. Juste avant de vous montrer l'intérieur, j'aimerais vous montrer ici l'intérieur du capot. Donc, vous pouvez voir, c'est du magnifique aluminium. Et le plus important, c'est que vous pouvez voir qu'à l'endroit où c'est supposé chauffer d'habitude, ce genre de lecteur-là, la chauffe rend l'endroit pratiquement noir. Ici, vous pouvez voir que c'est juste un tout petit peu brun ici, puis je pense que ça peut se nettoyer. Ah ouais, regardez mon doigt. Donc, ça ici, ça veut vraiment dire que ce lecteur-là n'a pas eu une grosse utilisation, puis qu'il n'était pas chez des fumeurs. Donc ça, c'est encore 1000 fois mieux. Ici, à l'intérieur, vous pouvez voir que comparativement à ma main, ce truc est gigantesque. Et aussi, vous pouvez voir que je ne pourrais pas vous montrer une grande partie de l'intérieur, puisque cette carte de circuit imprimé n'est pas sur des pentures, donc je ne peux pas la lever simplement comme ça, comme j'avais fait avec le JVC par exemple, ou même le General Electric. Cette carte-là est beaucoup trop complexe, j'ai pas envie de la bouger vraiment. Mais par exemple, vous pouvez voir ici, on a un blindage encore une fois sur cette partie-ci. Donc, on n'a que 3 vis à dévisser un tout petit peu. On fait glisser et on soulève, voilà. Vous pouvez voir le magnifique cylindre qui est dans un état merveilleux, ainsi que l'idler dans le bas ici. Ce lecteur-là, je ne sais pas dans quelles conditions il a été gardé, mais toutes les pièces en caoutchouc sont pratiquement parfaites, sauf ici le galet presseur qui a un peu de sable, qui a l'air d'avoir un peu de résidu blanc dessus. Mais, oh mon dieu, le truc il tourne encore, je lui ai donné juste une petite poussée. Waouh, c'est vraiment une machine bien huilée. Ok. Ici, vous pouvez voir les têtes. Si je les fais tourner, vous allez voir qu'elles tournent. Ça, c'est pas dans le bon sens, excusez. Si je les fais tourner comme ça, vous allez voir, elles tournent très longtemps. Comme une fois, c'est une machine très bien huilée. Toutes les pièces fonctionnent merveilleusement bien. C'est à se demander si ce lecteur a été utilisé dans sa vie. Mais il l'a été, parce qu'il y a un peu de saleté autour des têtes, mais ça, je vais le nettoyer. Donc, je vais insérer une bande pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Et vous pouvez voir d'ailleurs ici que cette pièce-là est transparente. Je ne vois pas l'utilité vu qu'il n'y a pas de lumière dans ce lecteur. Donc, on insère. Voilà. Vous pouvez voir le mode autoplay est en place, vu que l'ergot est caché. Vous pouvez voir le magnifique objet là. Et ça joue à l'écran. Magnifique qualité d'image. C'est vraiment merveilleux. Je vous ferai une capture d'écran plus tard. Donc à la fin de la vidéo, vous verrez de quoi ce lecteur VHS est capable. Mais en ce moment, vous pouvez voir que c'est vraiment très très bien. Donc, je vais... en fait, j'ai aussi oublié de vous dire, mais la télécommande du Toshiba que vous voyez là ici est compatible avec ce Toshiba. Hop, voilà. J'ai fait pause, je rappuie sur pause, et voilà. Donc, j'aimerais vous montrer comment ce lecteur fait vraiment ses pauses, c'est merveilleux. Regardez l'image. Oups, c'est flou. Voilà. Regardez l'image et je fais pause. Le pause est parfait. J'ai jamais vu un pause aussi net,
stable et parfait. Franchement, c'est la meilleure pose que j'ai vue. Et si vous voyez ici le bouton TV Style que je vous ai dit tantôt, regardez. Hop! Voilà, c'est magnifique. L'image est très stable. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de mini ordinateur qui prend une capture d'écran, soit analogique ou numérique, et qui la renvoie à l'écran. On pourrait supposer que en 87, la technologie était assez avancée pour faire une capture d'écran de 240p. Voilà. Je sais vraiment pas comment ce lecteur fonctionne. Si quelqu'un sait comment il fait pour faire ces captures d'écran-là, j'aimerais vraiment savoir, parce que c'est vraiment très impressionnant ce que peut faire ce lecteur-là. Si on appuie, hop, ça l'enlève le truc. Donc, vous pouvez voir ici aussi le VFD, qui est magnifique encore une fois. Vous pouvez voir qu'il est un peu dur. En fait, j'ai l'impression que ce lecteur VHS a plus servi d'horloge que d'autres choses durant sa vie. Mais bon. Donc, je vais vous montrer aussi ce qui peut afficher à l'écran. Donc, hop. Vous pouvez voir si on a le compteur. Si je fais stop, voilà. Il rembobine la bande. Vous pouvez voir aussi, hop, si j'appuie, on a le menu ici. Et on a une horloge. C'est pas très utile, surtout que ça va brûler votre écran si vous le laissez comme ça. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et on enlève. Donc, je vous ai à peu près tout montré. Donc, là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est vous montrer le chargement de la bande et aussi le mécanisme qui est en dessous. Donc, hop, on va mettre ça comme ça ici, voilà, pour que vous puissiez bien voir le système de chargement de la bande. Pour ceux qui ne voient pas, on a une courroie ici. Je l'ai testé, il est encore rigide parfaitement. La courroie, on dirait presque à la neuve. Franchement, je vous l'ai dit, je ne sais pas dans quelles conditions a été gardé ce lecteur, mais c'est peut-être des conditions magnifiques. Donc, comme je disais, je vais vous montrer le système de chargement. Donc, play. Donc, hop. Je me rends compte que c'est un peu flou. Voilà. Donc, on va recommencer. On peut voir le déchargement, et on va même se mettre un peu comme ça. Voilà. B. Donc voilà. Magnifique lecteur encore une fois. Donc voilà. Donc je vais dévisser le dessous pour vous montrer un aperçu du dessous de la mécanique. Et je reprends. La mécanique du dessous. Pour les connaisseurs, vous remarquerez que cette mécanique est vraiment très différente de ce qu'on a d'habitude. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucune courroie en dessous. Habituellement, il y a une courroie qui part d'ici et qui va jusque là pour faire avancer la bande. Mais cette fois-ci, on a un moteur réservé pour chaque partie. Et ça, c'est très bien. Ça permet d'avoir une fiabilité accrue du système. Malheureusement, ils ont utilisé une courroie. Et c'est pour déplacer les guides et les autres engrenages. Ça aurait été quand même très bien s'il n'aurait pas utilisé d'engrenage et s'il n'aurait pas utilisé un idler en caoutchouc pour déplacer les bandes. Mais on ne peut pas tout avoir, donc au moins on a déjà ce système-là qui va être très facile à entretenir dans le futur et c'est au moins ça. Donc, assez parlé, donc je vais vous montrer comment ça se passe en dessous. Alors, je vais m'assurer que vous voyez bien. Voilà. Avance rapide. Reculons. Stop. Et je vais pour vous changer la vitesse de capture de la caméra et vous mettre le High Speed Shutter. Vous pouvez voir que le cylindre rotatif va aller, vous le verrez beaucoup mieux. Donc, play.
Donc voilà. En espérant que vous avez apprécié la présentation de ce magnifique lecteur des années 80 et à la prochaine.